La France est le premier parc de camping européen. On est le premier marché européen, deuxième marché mondial, juste après les US. Le marché global en valeur de séjour, c'est supérieur à 10 milliards. D'accord ? La France pèse 3 milliards en Europe. Premier parc de camping européen, et c'est pour ça que d'ailleurs dans tout notre plan de croissance et dans notre ambition, on rappelle qu'on est plutôt fiers d'être une boîte française qui est leader sur la distribution de l'hébergement de plein air. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Patrick Chirac et son célèbre maillot de bain, sa R21 tunée, Franck Dubosc dans Camping, nous l'avons tous en tête, sûrement plus cliché qu'autre chose. Le camping est beaucoup plus que cela. Dans l'industrie du tourisme, le camping est un secteur en pleine croissance. Les vacanciers ont de plus en plus tendance à opter pour des séjours en camping, que ce soit dans des tentes, des caravanes ou des mobil-homes. En France, les campings offrent une grande diversité de services et d'activités, allant des piscines et des terrains de jeu pour enfants aux espaces de détente et de loisirs pour adultes. Les campings sont également de plus en plus soucieux de l'environnement et proposent des options de camping écologique pour les visiteurs. Ils attirent une clientèle variée allant des familles aux groupes d'amis en passant par les personnes âgées. C'est un marché en constante évolution, il s'adapte de plus en plus aux besoins de ses clients avec des options de location, de mobil-home de luxe, des emplacements pour les camping-cars et des offres de séjour à thème. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Mercier, le patron de Campings.com. J'appuie sur le S de Campings pour pas l'oublier. Campings.com est le leader européen de la réservation d'hébergement de plein air sur Internet. Alliant tourisme et technologie, le groupe est devenu le spécialiste du camping avec plus de 3500 établissements référencés dans 7 pays, allant du non classé au complexe 5 étoiles. Il y a quelques jours, Campings.com a annoncé une levée de fonds de 27 millions d'euros et l'acquisition de son principal concurrent néerlandais. Comme à notre habitude, nous allons d'abord parler du marché, celui de la France, mais également celui des autres pays européens. L'idée est de bien comprendre comment l'organisation de l'offre et de la demande s'organise. Nous poursuivrons notre conversation par la proposition de valeur de Campings.com, c'est-à-dire comment l'entreprise s'est-elle développée. On ne devient en effet pas leader européen en un clic. Quelle est sa singularité? Comment se passe la croissance externe et quels sont ses projets d'avenir? Enfin, nous finirons par les sujets de la relation client où nous parlerons data, CRM, acquisition, fidélisation et réseaux sociaux. Mais avant de commencer, Jérôme, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, donc je suis Jérôme Mercier, je suis le dirigeant de Campings.com depuis presque 5 ans. J'ai une formation d'ingénieur, je suis passé par une grande école de commerce. Ingénieur et école de commerce. Oui, les deux, ouais. J'avais déjà en tête l'idée d'avoir cette double compétence, ce qui me sert encore aujourd'hui, je crois, dans la relation avec mon équipe produit, mon équipe tech, avoir cette capacité au moins à comprendre ou à challenger les roadmaps. J'ai commencé ma carrière chez IBM Software. Là, on est en quelle année
Jérôme? 97. D'accord. Voilà. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu l'occasion de participer à la création d'une entreprise, Quelcoût, comparateur de prix, cofondé avec Pierre Chapaz. Avec Pierre Chapaz. Que je connais un peu, parce que pour la petite histoire, moi j'ai été chez le concurrent, Bail Central. D'accord. À la création de notre comparateur de prix, donc dans les mêmes années. Voilà, donc 99, lancement de Quelcoût, on était 5 fondateurs. Voilà, Pierre était à l'époque le directeur marketing Europe d'IBM. C'est là où tu l'as connu? C'est là où je l'ai connu. Voilà, c'était mon patron. Voilà, c'est devenu mon mentor, maintenant mon ami. On a fait un très beau parcours avec Quelcoût. Donc ça m'a donné une vraie expérience de start-up. En 99, on a commencé à 5. Et puis on a fait grossir cette entreprise avec une croissance organique évidemment, mais aussi avec du build-up. On a racheté dans des comptes-là en Espagne, Shopgenie en Angleterre, et puis d'autres acteurs en Europe du Nord pour en faire une très belle plateforme d'intermédiation commerciale. Voilà, donc ça a été ma première expérience forte qui a marqué mon parcours. Combien de temps tu restes chez Quelcoût et... Ça a été une expérience, ça a été une histoire assez rapide finalement, parce que ça a été lancé en 99, ça a été racheté par Yahoo en 2004. Voilà. Ensuite, donc tu es resté 5 ans? Oui, et puis ensuite j'ai pris la direction du marketing Europe de Yahoo à l'époque, basé à Londres. Juste pour revenir sur Quelcoût, pour qu'on comprenne bien, ton rôle il était lequel chez Quelcoût? J'avais un rôle, j'étais patron du marketing de Quelcoût avec ce besoin de comprendre finalement la génération de trafic en ligne. En 99, c'était quand même le tout début, on avait tout à apprendre. Oui, et puis on était à une époque où finalement le e-commerce n'était pas développé comme aujourd'hui, il faut se remettre dans le contexte. Il y a très peu de vendeurs par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et puis les consommateurs découvrent ce que c'est que d'acheter en ligne. Et il y a cette mise en relation au travers du comparateur de prix où on rentre le produit qu'on cherche et on va avoir la liste des vendeurs qui le proposent et à différents prix. Et après, il y a un business model de redirection, en fonction de la redirection. Un pur modèle d'intermédiation. Voilà, donc belle aventure, belle histoire, une belle aventure humaine aussi, une très belle équipe montée par Pierre Chapaz, qui est un mec absolument génial, un meneur d'hommes. Voilà, encore une fois, c'est mon mentor. Il m'a beaucoup appris, ou tout appris. Qu'est-ce que tu retiens de fort de ces années chez Quelcoût? Je retiens cette excitation. On était des chercheurs d'or. On était parti pour lancer un service sans véritablement comprendre quel était notre modèle et tous les jours on avançait, on découvrait et on essayait d'être meilleur. Donc c'était des années d'euphorie et de recherche de croissance. Donc c'était très fort comme expérience. Et donc après Quelcoût, Yahoo pendant 18 mois. Et ensuite, je suis rentré dans l'équipe de management de Photobox, à l'époque Photoways, l'entreprise française que l'on a mergé avec le leader anglais. Que je connais un petit peu parce que sur ce podcast, il y a Martin Génaud qui est passé, qui a... fondateur de Photoways. Voilà, exactement. Et voilà, donc moi je suis arrivé pour participer à la deuxième étape de la construction de ce leader du développement photo en ligne. Merger avec Photobox, le numéro 1 anglais, développement du service, croissance organique fort, avant de faire du M&A, du build-up pour faire grossir
l'activité avec des parts de marché dans d'autres pays européens, mais également d'autres verticaux en termes de produits pour venir consolider la proposition de valeur. Voilà. La proposition de valeur de Photobox, c'est d'uploader ces photos numériques et de les recevoir en version imprimée. Hein. Donc il y a un process industriel qui est lourd derrière, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'était ça l'est toujours d'ailleurs, un modèle intégré avec la prod intégrée. Bon, même s'il y a des solutions maintenant, je crois qu'ils ont pas mal évolué sur ce modèle et sur la production. Modèle intégré avec malgré tout le besoin d'étendre les raisons de créer un produit photo. Et donc initialement très centré sur le développement photo basique, puis la création de produits photo. Et on a été l'un des premiers à identifier le besoin de créer des livres photo et d'investir massivement dans la prod, dans des machines Indigo qui étaient capables de produire des livres photos de qualité et les distribuer dans toute l'Europe. Et ensuite, tout le build-up qui a été fait a permis d'aller chercher, d'attaquer d'autres catégories de produits, notamment les cartes, avec le rachat de Moonpig, et puis également la déco photo avec le rachat de Poster XXL en Allemagne. Voilà, donc ça a été une très belle aventure. Photobox, leader européen dans son domaine. C'est un point commun avec Camping, quelque part, ce côté leader européen. Tu étais aussi en charge du marketing chez Photobox ? Oui, alors j'avais en charge le marketing, mais le produit, l'habillage. Voilà, ce que j'ai appris dans toutes ces années Calcou et Photobox, c'est qu'il faut investir dans son produit avant d'investir dans le marketing. Et évidemment l'expérience client, pour Photobox, la capacité à avoir un applicatif qui permet de créer des produits photos de qualité, avec pourquoi pas du contenu. Ça participe à la performance, au taux de conversion et au volume de commandes réalisées sur la plateforme. Voilà. Donc j'avais sur quel coup un axe très marketing sur Photobox. J'étais en charge véritablement du produit, de l'expérience client. Ok. Combien de temps tu restes chez Photobox ? C'est quoi globalement les années tu arrives en quelle année chez Photobox ? Alors écoute. Quoi, en 2004, 2005 ? Peut-être 2006, ouais. J'ai pas regardé mon. Jusqu'à combien de temps tu y restes ? Oh, j'ai fait 5-6 ans. 2011, un truc comme ça. Ouais. Et voilà. Et ce que je trouve intéressant malgré tout sur ces deux expériences qui sont structurante pour moi, c'est en fait le point commun, c'est la qualité de l'équipe et cette capacité à créer quelque chose ensemble avec des équipes qui étaient et qui sont toujours très soudées. Voilà, moi je suis toujours très proche de l'ensemble de l'équipe de management de Calcou. On se parle très régulièrement. Alors je suis complètement d'accord avec cette remarque-là. Il y a aussi, je pense, une chose qui contribue à la création de ces liens, puisque j'ai vécu quelque part la même chose côté Bail Central. Enfin, vivre ces années 98, 19, 2000 autour de la bulle Internet de l'époque. Tout était tellement nouveau et ça allait tellement vite que pour que ça fonctionne, il fallait qu'on ait des liens assez forts entre nous. Non, c'est vrai, mais en fait, il y a évidemment l'excitation liée à cette bulle Internet et le discovery finalement d'un nouveau monde, d'une certaine manière. Mais en fait, ensuite, sur Photobox, on était déjà sur un e-commerce structuré. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'équipe
et les liens très forts qu'on arrive à tisser en créant un business, en travaillant ensemble, en ayant le même objectif, en partageant les mêmes ambitions. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de répliquer aujourd'hui chez Campings.com, parce que je pense qu'on a une équipe de leadership qui est extrêmement solide, qui s'entend très bien, et on avance ensemble, et j'ai l'impression de retrouver cette même qualité dans les échanges que je vois entre les différents membres de l'équipe de leadership. C'est très important, je suis content que ça puisse pour toi se passer comme ça, et pour vous, entre Photobox et Campings, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le lien entre les deux expériences? Est-ce que tu quittes Photobox pour tout de suite retrouver Campings? Alors non, je suis repassé par une start-up en Belgique qui était mal en point. J'ai fait un pivot. C'était sur la logistique internationale, cross-border, un business qui était revendu ensuite. Et le lien avec Campings.com, c'est le réseau, c'est l'écosystème qui m'a permis de rencontrer l'un des actionnaires, l'un des fonds d'investissement de Campings.com à l'époque. Et on s'est mis d'accord sur une roadmap, sur un projet, quand ils m'ont demandé de reprendre la direction de l'entreprise. Ça, on est en quelle année, la reprise de la direction de l'entreprise? Il y a 5 ans maintenant. Bon, alors il faut... c'est aussi un sujet qui est intéressant, c'est que Campings.com a été créé par deux fondateurs, deux garçons qui ont la capacité à faire décoller ou à identifier un business model, mais qui étaient arrivés à un plateau en termes de croissance, notamment parce qu'ils n'avaient pas, et d'ailleurs ils le reconnaissent très simplement, ils n'avaient pas l'expérience ou l'expertise produit et tech que demande une plateforme d'intermédiation commerciale. Voilà. Donc c'est deux grands professionnels du tourisme. Ils avaient bien identifié cette catégorie de produits qui n'avaient pas été intermédiés. Ils avaient prouvé le modèle. Et ce que je trouve intéressant, et on le voit d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises, je crois que c'était le cas chez Criteo, on voit dans certaines entreprises que les fondateurs peuvent avoir l'intelligence de laisser la place parce que finalement le dirigeant qui fait la deuxième étape n'a pas forcément le même profil que celui qui a démarré un business, et c'est valable également pour le troisième cycle si nécessaire. Et donc en fait je suis rentré dans une discussion assez bienveillante avec l'un des deux fondateurs. Voilà, il y a toujours un problème d'ego. C'est quand on a lancé une boîte, évidemment, on y a mis son cœur, on y a mis un peu son ADN. Mais finalement, l'entreprise, les besoins de l'entreprise, l'ambition était plus forte, et ça nous a amené à trouver un équilibre, un accord pour pouvoir remettre cette boîte en croissance. La situation, quand tu l'apprends il y a 5 ans, donc on est en 2023, c'était quoi, 2017-2018, c'est ça? Ouais, c'est ça. La situation, comment tu l'as décrit, la picture de Campings.com quand tu arrives, je sais pas, en termes de volume d'affaires, en termes je sais pas, d'employés, je sais pas quels critères utiliser, de nombre de campings disponibles, de présence dans les pays, c'est pour qu'on puisse mesurer le chemin qui est parcouru en fait. Ouais, je pose la question. Alors si je devais le résumer, je dirais que c'était une belle endormie. Voilà, c'était une boîte qui avait trouvé son modèle, donc ce modèle d'intermédiation sur l'hébergement de plein air, mais encore une fois qui était arrivé à un plateau, qui n'arrivait pas à aller chercher une croissance maîtrisée, parce qu'il y avait eu un sous-investissement dans sa plateforme, et d'une certaine manière l'organisation cette boîte était montée à l'envers. Il y avait trop d'OPEX, pas assez de CAPEX. Il y avait beaucoup de gens qui couraient dans les couloirs pour régler les problèmes, mais il n'y avait pas suffisamment
de personnes qui réfléchissaient à améliorer les process, à améliorer les outils pour éviter que ces problèmes impactent un client et qu'ensuite la seule solution soit de courir pour essayer de régler le problème. Donc voilà, donc on a vraiment changer l'organisation, le PNL en investissant largement dans l'équipe tech et produit pour pouvoir véritablement bien gérer l'expérience client, mais ça passe par l'acquisition des offres, la transformation des offres, la mise à disposition des offres, toute la gestion du cycle de vie d'une commande, tout ça dans un écosystème. Ça demande de la connectivité, ça demande de maîtriser, ça demande de bien maîtriser son taux de disponibilité, parce que si un client vient sur la plateforme, il faut qu'il puisse réserver, il faut que l'offre soit disponible, sinon ça sert à rien de l'emmener à lui présenter une offre qui n'est pas disponible. Donc ça demande véritablement une plateforme, des KPIs qui sont maîtrisés en termes de performance pour aller chercher le bon résultat. Donc voilà, ça a été une transformation véritablement de l'entreprise par l'équipe, par les profils. Voilà, quand je suis arrivé, c'était une entreprise qui avait une petite centaine de salariés. J'ai dû changer une soixantaine de profils. Donc c'est une grosse transformation. Je pense que sur l'équipe de direction, j'ai dû garder une personne, qui est toujours là d'ailleurs, parce qu'elle comprenait bien le métier, comprenait bien le marché, et qu'elle est absolument super. C'était une femme d'ailleurs. Mais bon, ça a été une grosse transformation pour pouvoir finalement mais là, il y avait délivrer une roadmap qui avait été ouais, la roadmap, on comprend, c'est la croissance accélérée. Est-ce qu'il y avait déjà une présence internationale marquée comme c'est l'est aujourd'hui, il y a 5 ans? Non, la présence internationale n'était pas marquée en termes d'émission de clientèle. Elle était réelle en termes de catalogue, en termes de destination. C'est-à-dire que il y a toujours eu un catalogue qui était évidemment surreprésenté en France, mais pour des raisons de marché, mais ça on y reviendra. Mais il y avait déjà finalement des établissements référencés en Espagne, au Portugal et en Italie. Donc en termes de destination, oui, on était capable de proposer. C'est-à-dire que globalement, tu proposais aux Français de pouvoir réserver un camping en Italie, Exactement. en Espagne ou au Portugal. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est multidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a 7 pays avec des marchés locaux, c'est-à-dire que tu vas proposer à la fois aux Français de continuer à pouvoir réserver ailleurs, et puis aussi j'imagine, aux populations locales d'utiliser ta plateforme pour réserver chez eux ou dans d'autres pays. Exactement. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, avant qu'on ne parle du marché, de façon assez simple, en quelques mots, comment tu présentes la proposition de valeur de campings.com? Après, on va abandonner le sujet, le temps de revenir sur le marché pour bien comprendre de quoi il s'agit et avant d'aborder en détail la proposition de valeur. Comment tu pitches ça en quelques phrases? Voilà, on est une marketplace, donc on a une proposition de valeur pour les utilisateurs, pour les vacanciers qui viennent sur la plateforme, et une proposition de valeur pour nos clients hébergeurs qui nous confient la commercialisation de leur établissement et de leurs hébergements. Donc pour le grand public, la proposition de valeur, c'est un moteur de recherche et de réservation qui permet finalement d'avoir une lisibilité sur cette offre d'hébergement de plein air qui est extrêmement riche, et qui est aussi un marché indépendant. Donc c'est la richesse de l'hôtellerie de plein air, donc c'est important d'avoir un moteur qui est capable de tendre vers l'exhaustivité et donner la capacité à filtrer pour répondre, pour trouver le meilleur établissement en fonction des différents critères des vacanciers.
Donc c'est en fait là, il y a 27 000 campings en Europe. C'est un marché d'indépendants. Ça justifie la proposition de valeur d'un moteur de recherche et de réservation sur ce vertical, sur cette typologie d'hébergement. Pour nos partenaires hébergeurs, en fait, la proposition de valeur, c'est les accompagner dans la digitalisation de leur activité. On voit souvent des campings, notamment indépendants, qui sont des campings à taille humaine, qui sont gérés par un couple, par une famille, qui font très bien leur métier d'hébergeur, qui mettent leur ADN dans le concept d'hébergement, mais qui n'ont pas le temps, la capacité d'investissement pour pouvoir définir une stratégie en ligne pour répondre aux attentes d'un client qui devient de plus en plus exigeant en termes d'expérience mobile, solutions de paiement fractionné. Donc en fait, nous on accompagne ces hébergeurs dans la digitalisation de leur offre. On expose ou on surexpose leur offre d'hébergement sur notre plateforme. Qui, elle, a été chercher une bonne performance en France, notamment grâce à une stratégie multicanal, multimarque. On est capable aujourd'hui de distribuer ces offres Allez, on va y aller dans le détail. On va y aller dans le détail après, mais globalement, ce que je comprends en synthèse, c'est qu'effectivement, vous avez, comme tout intermédiaire, toute marketplace, développé une proposition de valeur à destination du consommateur final, et bien sûr. Côté sourcing, de l'autre côté, c'est-à-dire pour les campings en l'occurrence, les hébergements de plein air, des solutions qui vont permettre de développer leur taux d'occupation quelque part. Ça doit être un des critères importants pour eux. Merci pour ces explications. On va continuer justement à parler du marché avant de revenir sur campings.com. Aujourd'hui, le marché, on a commencé à l'évoquer, il a une dimension très européenne, à la fois par la diversité de l'offre dans chacun des pays, mais aussi par, quand on est en France, on voit bien qu'on est traversé par un nombre important d'étrangers en France. Là, on vient d'évoquer justement les Néerlandais, ton concurrent que tu as racheté. Les Néerlandais, on les voit beaucoup en France, sur les routes et dans les campings. Donc c'est vrai que c'est difficile de parler du marché de l'hébergement de plein air en ne restant que franco-français. Il y a cette dimension européenne qui s'impose un peu quand on veut en parler. Je l'évoquais en introduction, il semblerait qu'il y ait des tendances lourdes qui structurent ce marché-là, la demande qui est de plus en plus forte. C'est quoi finalement l'idée qu'on avait peut-être il y a 10-15 ans du camping, et c'est quoi celle qui existe aujourd'hui? C'est quoi le camping en 2023? Alors, tu as dit plusieurs choses. Alors d'abord, sur la taille du marché, il faut bien garder en tête que la France est le premier parc de camping européen. On est le premier marché européen, deuxième marché mondial, juste après les US. Le marché global en valeur de séjour, c'est supérieur à 10 milliards. D'accord ? La France pèse 3 milliards en Europe. Les 10 milliards, c'est à l'échelle mondiale? Non, 10 milliards, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Donc voilà. C'est un tiers du marché européen. Voilà. Donc premier parc de camping européen, et c'est pour ça que d'ailleurs dans toute notre plan de croissance et dans notre ambition, on rappelle qu'on est plutôt fier d'être une boîte française qui est leader sur la distribution de l'hébergement de plein air, face à des plateformes généralistes qui sont des plateformes bien connues, très puissantes, mais étrangères. Voilà, on a une boîte française qui est numéro 1 sur la distribution, et ça me paraît important parce que la France est le premier parc de camping européen. Donc voilà, on essaye de faire notre travail, et
Et ça me paraît être important de montrer qu'on est capable de aujourd'hui vendre des régions, vendre la France. Non mais tu vas me dire de quoi tu es capable. Bien sûr, donc le marché, je retiens 10 milliards. La France pèse pour un tiers du marché européen. Plus gros parc. C'est quoi l'offre ? Comment ça... Je reviens à ma première question. Est-ce qu'aujourd'hui, la réponse est dans la question, on consomme le camping comme il y a 10 ou 15 ans? Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que Patrick Chirac, c'était la réalité d'il y a 10-15 ans? Comment elle est aujourd'hui? Comment on évoque ces sujets-là? Oui, alors en fait, ce que l'on voit, c'est que c'est un marché qui a extrêmement évolué ces 10 dernières années. Notamment parce que ce sont des établissements avec des structures légères, donc ça leur permet de faire évoluer finalement leur concept d'hébergement assez rapidement. Ce que l'on constate ces dernières années, c'est qu'il y a une premiumisation de l'offre avec finalement des investissements qui ont été faits de manière assez importante pour pouvoir faire évoluer donc les concepts d'hébergement avec l'arrivée de plus en plus de campings classés 4 étoiles et même 5 étoiles. Je peux vous dire que si vous allez dans le spa d'un camping 5 étoiles, il n'a rien à envier à celui d'un hôtel. À celui d'un hôtel d'une chaîne bien connue. Simplement parce que en fait un propriétaire de camping, il a la capacité d'investissement sur un business qui tourne bien. Il peut aller chercher un financement en disant je veux mettre en place un spa. Qu'est-ce qui explique ce côté premium qui prend le dessus? Est-ce que c'est à l'opposé? Est-ce que le côté accès, prix d'accès, premier prix fonctionne aussi, parce que là je peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec des éléments de grande distribution où on voit finalement ces deux tendances évoluer, le premium, le premier prix. Est-ce que c'est pareil dans le camping ? Alors, oui, bien évidemment, mais ce que l'on dit est parfaitement compatible. Oui, bien sûr. Il y a une évolution de l'offre, il y a une premiumisation de l'offre, mais malgré tout, l'hébergement de plein air, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui pour passer des vacances en famille. Panier moyen sur l'année, c'est 850 € pour une semaine dans un camping, sachant que c'est évidemment surpondéré sur l'été et notamment sur les premières semaines du mois d'août. Une semaine dans un camping 5 étoiles sur l'une des semaines les plus prisées du mois d'août, ce sera en moyenne 1200 € pour un hébergement 7 jours dans un camping 5 étoiles. Donc c'est un rapport qualité-prix qui est imbattable et il n'empêche que les professionnels de l'hôtellerie plein air continuent à investir dans leurs infrastructures et on a des services qui évoluent de plus en plus et ça rend l'offre extrêmement attractive. Comment on explique justement qu'il y a une clientèle quelque part relativement aisée pour aller prendre ces services premium dans les campings? Est-ce qu'elle s'est désinvestie d'autre chose? Pourquoi cette réalité est observée? Alors là, on prend des exemples sur des paniers moyens, sur des campings 5 étoiles, sur les semaines les plus prisées en mais France. J'ai bien compris, mais quand il y a un côté premium, c'est qu'il y a une clientèle nouvelle qui arrive. Oui, mais en fait, on l'a vu notamment après les 2 crises sanitaires. On a vite compris que l'hébergement de plein air était une valeur refuge. Les familles, sous contrainte de déplacements nationaux, ont cherché des offres d'hébergement en se disant, en plus dans le camping, c'est quand même plus agréable d'aller dans son hébergement en se garant juste en face de son bungalow ou de son mobile, plutôt que de passer par un long couloir et monter dans un ascenseur, ce qui est un petit peu oppressant, ce qui était oppressant
Pendant les confinements. Pendant les confinements. Donc, donc on a vu, nous, une nouvelle clientèle, d'ailleurs, qui était surreprésentée sur notre plateforme, qui voulait découvrir l'offre d'hébergement de plein air et qui venait donc sur campings.com pour pouvoir rechercher, filtrer, essayer de se dire « Ah, voilà un établissement qui devrait nous convenir pour passer de bonnes vacances ». Donc voilà, c'est une offre qui est en constante évolution, un marché qui a été évidemment un peu bousculé par la crise sanitaire. Voilà, le résultat, c'est qu'on a un marché qui reste en croissance, un marché... le marché en global, croissance entre 3 et 6%. Et quelles que soient les destinations chaque année. Oui, là je parle du marché européen. Donc c'est un marché, encore une fois, structurellement en croissance. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est notre marché adressable. Donc c'est le pourcentage de ventes intermédiaires. Évidemment, les établissements prennent des réservations en direct. Et malgré tout, ils s'appuient notamment sur nous pour les aider à aller chercher un complément de clientèle pour aller chercher la meilleure performance en termes de taux de remplissage, comme tu le disais, et finalement de revenus par emplacement. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de suivre l'évolution de ce marché adressable, donc le taux d'intermédiation du marché, et nous prendre plus de parts de marché sur ce marché adressable. Bien sûr, donc en fait, on a 3 leviers. On a un marché qui est en croissance, on a un taux d'intermédiation qui est finalement très en retard par rapport à l'intermédiation de l'hôtellerie classique. Et notre dernier levier, c'est de faire bien notre métier pour capter plus de parts de marché sur ce marché adressable. Donc on a 3 leviers qui sont la qualité de l'exécution, c'est sûr que c'est fondamental. Pour rester 2 secondes sur le marché, je le disais, a priori, la France, enfin c'est pas a priori, la France est la première destination mondiale en termes de tourisme. C'est quoi la part des étrangers dans cette activité, je ne sais pas si c'est le bon mot, dans l'hébergement de plein air? Est-ce que quelle est la répartition finalement entre la clientèle française et la clientèle étrangère? Alors, en France, un tiers de la clientèle est étrangère, ce qui veut dire que, à l'inverse, 2 tiers de la clientèle est française. L'hébergement de plein air, c'est l'hébergement préféré des Français. Ok. Et dans les autres pays, c'est une répartition. Alors, je pense surtout au sud de l'Europe. Peut-être que c'est un cliché. Tu vas me corriger si je me trompe. Oui. Mais j'imagine qu'il y a peut-être plus d'offres disponibles en Italie, en Espagne ou au Portugal qu'en Angleterre, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Peut-être que je me trompe, et corrige-moi si je me trompe. Dans ces autres pays, quelle est la part des nationaux versus les touristes? Oui, alors on voit évidemment des pays qui ont une dépendance plus forte à la clientèle étrangère. C'est le cas de l'Espagne. Mais on voit aussi des marchés domestiques qui sont très solides sur leur marché. Les Allemands commencent par aller en vacances en Allemagne, puis en Croatie, puis en Italie, puis en France. Encore une fois, l'Espagne est plus dépendante d'une clientèle étrangère. Nous, on a fait un bon travail là depuis 2-3 ans, malgré la crise sanitaire. On a réussi à développer notre activité en Espagne, c'est-à-dire référencer des campings espagnols et démontrer qu'on était capable d'adresser le marché domestique, c'est-à-dire vendre des campings espagnols à des Espagnols. Donc cette croissance-là, d'ailleurs, elle transpire même sur nos partenaires hébergeurs dans le sud-ouest de la France, parce qu'on voit des Espagnols qui commencent à remonter un peu en France. Mais bon, structurellement, notre métier, c'est d'accompagner la migration estivale nord-sud, véritablement. Et en fait, ça justifie, c'est un des rationnels
de l'acquisition que l'on vient d'annoncer aux Pays-Bas. Donc on a fait l'acquisition du leader, la plateforme numéro 1 sur la réservation dans les parcs de vacances aux Pays-Bas. 80% de sa clientèle est néerlandaise, 20% est allemande. Les Néerlandais et les Allemands représentent 16% des réservations dans les campings français en 2022. D'accord ? Donc c'est un marché qui est clé. Et en fait, ça vient renforcer notre proposition de valeur vis-à-vis de nos partenaires hébergeurs et notamment français. Donc on les a accompagnés dans leur digitalisation, comme je disais tout à l'heure, avec une distribution multicanale, parce que historiquement on a toujours été capable de gérer du multimarque, donc distribution directe sur campings.com. On travaille avec 1200 comités d'entreprise en France, on travaille avec tous les réseaux d'agences de voyage qui s'appuient sur notre plateforme, qui agrège la plus belle offre d'hébergement de plein air aujourd'hui. Et on vient rajouter là une couche supplémentaire sur notre capacité à les accompagner à l'international pour aller toucher ces populations. Donc c'est stratégique et ça va les aider également dans leur performance. Justement, merci de faire la transition pour parler plus spécifiquement de cette proposition de valeur. On l'a déjà bien compris, tu l'as évoqué à plusieurs reprises. Il y a une question qui me vient, mais avant ça, le commentaire, c'est-à-dire que finalement l'acquisition des Néerlandais, elle a un double objectif, c'est évidemment de mieux adresser le marché domestique néerlandais, c'est-à-dire que vous allez le maîtriser avec cet acteur-là, mais c'est aussi de l'utiliser pour augmenter finalement le flux potentiel de clients vers les autres marchés européens que vous adressez déjà. Oui, exactement. C'est ça. Justement, la clé, c'est à chaque fois le problème dans les marketplaces, c'est d'avoir l'offre et la demande. Mais là, le sourcing, tu parlais tout à l'heure du produit, la qualité du produit qui est nécessaire avant d'investir dans l'acquisition. On reviendra sur l'acquisition tout à l'heure. Le sourcing, c'est-à-dire les hébergeurs, comment on s'y prend, comment vous vous y êtes pris? Est-ce que le processus a changé? Comment quand tu es arrivé dans l'entreprise, c'était fait? Est-ce que c'est toujours fait de la même façon? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont là pour aller les visiter ou alors pour les accompagner comme des account managers en ligne pour, je sais pas, j'imagine, utiliser la boîte à outils digitaux qui doit certainement être à leur disposition? Comment on fait ce sourcing? Alors, ça fait partie du métier. Hein. Oui, on a des équipes en charge de la production, en charge du catalogue, qui sont organisées avec des équipes de BizDev qui vont parler à des campings avec lesquels nous ne travaillons pas aujourd'hui et qui mettent en avant la proposition de valeur. Et on a une équipe de camp managers qui suivent les établissements avec lesquels nous travaillons. Pour pouvoir finalement les accompagner tout au long de l'année pour essayer de comprendre leur performance, à quel moment ils ont intérêt à ouvrir d'autres typologies, sur quelle date, comment ils se comportent par rapport à des établissements comparables de même typologie en termes d'étoiles. Et donc il y a tout un suivi véritablement, à la fois par des outils de BI, mais malgré tout par l'humain, en accompagnant les établissements pour aller chercher une meilleure croissance. L'année dernière, un chiffre clé, les campings indépendants ont fait plus 51% de croissance sur notre plateforme, ce qui veut dire que, encore une fois, on est capable de les accompagner de façon performante dans leur commercialisation indirecte. Et que nos account managers font un bon travail d'accompagnement pour pouvoir leur permettre d'aller chercher plus de réservations grâce à nos canaux. Il y a la dimension internationale qui a été évoquée à plusieurs reprises, justement, comment on organise de façon opérationnelle. J'aime bien revenir dans le côté très concret de fonctionnement d'une entreprise. Là, vous avez 7 pays, une présence dans 7 pays. D'ailleurs, tu m'as dit avant l'enregistrement, oui, on n'a pas 3500 établissements, mais avec le rachat de notre concurrent aux Pays-Bas, maintenant on a 4500 établissements répartis dans 7 pays. Comment on gère le côté international, justement, avec ces équipes? Est-ce qu'on a des équipes qui sont déployées dans les différents pays? Est-ce que tout est concentré en France avec des profils internationaux qui gèrent tout ça? Comment ça fonctionne? Alors c'est juste, hein, le rachat de Bungalow Booker va
Également renforcer notre catalogue avec une offre d'hébergement forte en Europe du Nord, notamment aux Pays-Bas. Ils ont un taux de couverture de 95% des parcs de vacances aux Pays-Bas. Donc ça vient renforcer le catalogue global agrégé sur la plateforme. Alors ensuite, l'international, comment on le gère? En fait, on s'organise en fonction de nos plans de croissance organique ou externe. En fait, on a démontré qu'on était capable aujourd'hui de pénétrer certains marchés, notamment l'Espagne, depuis la France, avec une gestion en France. Finalement, c'est toute cette croissance maîtrisée depuis plusieurs années qui nous a mis dans une position aujourd'hui d'aller lever un financement complémentaire pour pouvoir nous permettre de finalement rajouter une couche de croissance externe et donc faire une première acquisition aux Pays-Bas. Donc en fait, cette position, cette croissance globale, elle se mérite, et elle s'est méritée notamment avec la performance qu'on a enregistrée depuis plusieurs années. Ça donne confiance, on dit ce qu'on fait et on livre nos plans. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'être cette entreprise française qui est légitime pour consolider le marché européen et aller chercher donc plus de volume de réservation. Bien évidemment, on est toujours, et c'est normal pour un distributeur d'être en recherche de masse critique, véritablement, et notamment pour pouvoir également faire des économies d'échelle. On va revenir juste un petit peu dans le détail, mais donc c'est opéré depuis la France sur un certain nombre de pays. Quand vous rachetez un néerlandais, les équipes néerlandaises vont opérer et continuer à opérer depuis le pays, et il y a une approche pragmatique de l'organisation internationale avec des équipes qui sont soit en France, soit dans les pays. C'est un peu comme ça qu'on peut le retenir. En fait, on a aussi créé un hub de sourcing en Angleterre pour avoir des profils extrêmement internationaux pour pouvoir être plus présent, plus performant en termes de sourcing à l'international. Mais donc c'est toujours un mix finalement en fonction de notre position sur un marché, en fonction de notre maillage. En fonction de l'intensité concurrentielle, eh bien, on décide de faire entrer dans un pays, dans un tier 1, tier 2, tier 3. C'est pas le même rollout en fonction des marchés. Et soit c'est centralisé, soit effectivement on peut avoir la volonté de mettre en place une équipe sur place. Et là, on l'a fait aux Pays-Bas, en ayant cette volonté d'aller chercher une part de marché significative immédiatement pour gagner du temps. On a dit quelques chiffres, 4500 établissements, 7 pays, 27 millions levés. C'est quoi le volume d'affaires? Une marketplace, c'est un volume d'affaires, c'est-à-dire les transactions entre ceux qui achètent les hébergements et les campings qui les vendent. Et puis le principe de la marketplace, c'est donc de prendre une commission pour son rôle d'intermédiaire entre ces deux parties. Donc on parle de volume d'affaires corrige-moi, mais je crois que c'est comme ça. Voilà. Le volume d'affaires en 2022, c'était quoi? Et puis avec maintenant le rachat du néerlandais, quels sont les objectifs pour 2023? Ouais, alors le périmètre campings.com avant l'acquisition de l'acteur aux Pays-Bas, c'est 130 millions d'euros de volume d'affaires. Voilà, le nouveau groupe va chercher un volume supérieur à 200 millions dès 2023. Voilà. 200 millions, ça commence à représenter beaucoup d'argent. On comprend le côté leader européen. Allons un peu plus loin justement dans les plans de campings. Quand on lève 27 millions, il y a à justifier la somme auprès de ceux qui financent cette levée. Comment on fait il y a les acquisitions externes, on l'a bien compris. Ça va continuer, cet argent va servir à ça, ou est-ce qu'il y a des investissements nécessaires à faire dans la tech? Tu disais, on est une entreprise de tech, donc est-ce qu'il y a nécessité à continuer à investir dans la tech? Bref, c'est quoi la suite de l'histoire?
Bien, évidemment, on a un plan de croissance qui est partagé avec nos actionnaires et notamment revu et validé dans le cadre d'un nouveau financement. Encore une fois, c'est un plan qui s'appuie sur une croissance organique, qui vient maintenant déclencher une croissance externe. On ne s'interdit rien. On est toujours en test and learn. On peut avoir la volonté de continuer à rassembler les meilleures équipes au niveau européen, tout en continuant nos investissements dans notre plateforme. Et donc ce que je disais sur la masse critique, c'est en fait plus on agrège de volume sur une plateforme, plus ça justifie les investissements que l'on peut faire dans cette plateforme. Et donc, en fait, c'est une spirale qui nous tire vers le haut. Voilà, donc c'est une question de rapidité, de prise de part de marché, masse critique, économie d'échelle. On est vraiment en train de démontrer qu'on est capable de maîtriser un plan, soit avec une croissance organique gérée en interne, soit avec la capacité d'intégrer d'autres business rapidement sur notre plateforme, et plutôt en allant chercher les meilleurs en Europe. Bon voilà, c'est une recette que, j'allais dire, on a éprouvée chez Kelkoo et chez Photobox. Voilà, on va dire qu'on ne change pas une recette qui gagne. Et je pense qu'on gagne certainement en rassemblant les meilleures équipes et les champions locaux pour pouvoir être très pertinent sur un marché domestique. Et le challenge pour nous, là, c'est véritablement d'intégrer ces équipes. Ils sont nombreuses, les équipes de... Oui, c'est évidemment nombreux, mais c'est quoi globalement la taille du groupe, là, avec la réunion des deux? Là, on va monter à 145 salariés, mais avec cette volonté de partager les mêmes valeurs, et notamment on a été identifié, on est Great Place to Work depuis 2 années consécutives, ce qui a une vraie valeur pour nous, parce que c'est notre équipe qui finalement nous dit très largement qu'ils se sentent bien dans la boîte, et qu'ils ils prennent du plaisir à participer à ce plan de croissance. Voilà, donc on a à peu près le même ADN. C'est une équipe qui est jeune, qui est faite de spécialistes. Donc on a très clairement vu dès les premières discussions qu'on partageait le même ADN. Voilà, l'enjeu maintenant c'est de marier les cultures. Vous avez, c'est un secret ou pas? Vous avez levé auprès de qui? C'est qui les actionnaires? Les gros actionnaires, c'est... Alors en fait on a fait ce tour-là avec une augmentation de capital auprès de Partners in Equity, qui est un fonds néerlandais, mais qui est actionnaire depuis 2020. Et en fait, on a été chercher 5 millions supplémentaires en obligations relance auprès de Ciparex. Voilà. Mais aujourd'hui, Ciparex qui a aussi Xange, c'est ça? Oui, c'est dans le groupe. Il se trouve qu'il y a 2 semaines, il y a Cyril Bertrand, le président du directoire d'Xange, qui était derrière ce micro à ta place. Voilà, c'est pour ça que je le souligne. Voilà, donc au capital aujourd'hui, en fonds d'invest, vous avez Partners in Equity, Equio Capital, qui est un spécialiste dans le tourisme notamment, Luxempar, une société d'investissement au Luxembourg. Voilà, 3 partenaires financiers sur la cap table qui sont des solides partenaires, j'imagine. Qui sont des solides partenaires, qui ont été extrêmement solides et bienveillants pendant la crise sanitaire, parce que pendant la crise sanitaire, on est tous rentrés dans un tunnel sans savoir quand ça allait s'arrêter. Et qui finalement regardent bien le chemin parcouru depuis ces dernières années, et qui nous donne les moyens de nos ambitions, et donc parfaitement capables de consolider le marché au niveau européen. Pour un peu conclure notre conversation, le sujet de la relation client,
on l'a rapidement évoqué. Il y a un aspect qui paraît évident, qui est celui de l'accompagnement du consommateur final qui va faire sa réservation. Tout le monde sait, que ce soit pour des campings ou des hôtels, il y a un besoin régulier d'accompagnement. Et puis il y a aussi de l'autre côté, mais là on l'a évoqué, les campings, en fait la source même, avec des account managers qui font cet accompagnement par email, téléphone, j'imagine. Comment ça se passe de l'autre côté consommateur? Alors, on est évidemment extrêmement data-centrique. On suit l'ensemble de l'activité qui est complexe, multicanal, multi-pays, multi-destination, émission de clientèle, réception de clientèle. On a beaucoup d'outils pour suivre la performance et avoir une belle lisibilité de l'activité. Sur la relation client, en fait, on a plusieurs indicateurs, mais il y en a quelques-uns que j'aime particulièrement. C'est le taux de satisfaction post-réservation. On essaie de comprendre si, en termes de plateforme, la réservation s'est bien passée, quand la personne a voulu réserver un hébergement, est-ce qu'il y a eu confirmation à la volée de la disponibilité de l'offre, et que ensuite l'ensemble du parcours est optimisé avec finalement tous les moyens de paiement, les bons niveaux d'assurance, le bon pricing, la capacité à utiliser un avoir Covid, ce genre de choses. Donc on traque la satisfaction client post-checkout. Ce qui est important également pour nous, c'est de traquer la satisfaction post-séjour. Et donc après le séjour, on réengage nos clients par email pour savoir, suivant différents critères, comment s'est passé leur séjour. Et c'est d'ailleurs la source d'information qui nous permet de remettre des awards chaque année à nos partenaires hébergeurs, suivant différentes catégories, donc or, argent, bronze, ce qui est assez classique, mais qui a de la valeur. Et d'ailleurs, on le voit bien dans l'utilisation du moteur de recherche, et notamment sur les filtres. Cette catégorie taux de satisfaction post-séjour est un des filtres les plus utilisés par notre clientèle. On comprend bien. Donc ça, c'est un autre élément important. Le dernier indicateur que moi je regarde toujours avec attention, c'est notre note Trustpilot. Donc ça, c'est un tiers qui vient réceptionner finalement le contentement de vos consommateurs. Oui, et également, parce qu'une erreur peut arriver, mais également la rapidité de résolution d'un problème. Donc, leur note est indexée en fonction de la rapidité de réponse quand il y a un commentaire négatif d'un client. Aujourd'hui, on a le label excellent sur Trustpilot. Je pense qu'on est certainement le mieux placé aujourd'hui dans toute l'hôtellerie plein air, malgré le volume que l'on opère. Ça montre que finalement on a bien géré la crise sanitaire, parce que si on avait rendu un service qui n'était pas au niveau, on serait toujours en train de porter des avis extrêmement négatifs enregistrés sur cette période. Voilà, aujourd'hui on est label excellent, on a 2/3 de nos amis Trustpilot qui sont 5 étoiles. 2/3 de nos clients sur Trustpilot 5 étoiles, la meilleure note. D'accord. Bon, voilà, donc c'est des indicateurs qu'on suit, bien évidemment. Et on est très centré sur l'expérience client, sur l'ensemble de nos canaux, notamment sur nos marques blanches. On est capable de white labelliser notre plateforme sur différents carrefours d'audience. On le fait pour ces discounts voyages depuis plusieurs années, mais également pour les comités d'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, on travaille avec 1200 comités d'entreprise. On suit bien évidemment la satisfaction client, ligne à ligne, par hébergeur, par canal de distribution. Voilà, on a un suivi extrêmement fort. Une équipe qui est en charge de cette activité de suivi de la qualité?
Comment c'est organisé chez vous? Alors on a surtout une équipe data, BI, qui nous donne tous les indicateurs, tous les suivis. Et ensuite, ce sont les responsables des disciplines qui sont en charge de faire bouger les choses en fonction des datas qui sont cristallisées. Sur les sujets acquisition, fidélisation, comment vous faites? Est-ce que a priori les clients sont des clients fidèles? Est-ce que c'est différent des hôtels? Comment on fait pour les recruter? Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle là-dedans? Comment ça se passe? Oui, on utilise évidemment tous les canaux d'acquisition de trafic. Évidemment, ou malheureusement, le search. Oui, malheureusement, parce qu'il coûte de plus en plus cher, c'est ce que je comprends dans ton propos. Oui, est omniprésent, mais on optimise nos campagnes sur des sets de mots-clés. D'ailleurs, si ça demande une expertise particulière, c'est cette expertise que l'on met à disposition de nos partenaires hébergeurs. Ils ne pourraient pas aujourd'hui venir bider sur un mot-clé extrêmement puissant mais extrêmement cher en CPC. Et donc nous, ce que l'on offre aux indépendants, c'est la capacité à finalement mutualiser l'effort marketing, être présent sur un mot-clé puissant mais un peu cher en CPC comme Camping Bretagne, et permettre à l'ensemble de nos hébergeurs d'être dans la page de résultats ou dans la landing page, parce qu'on a mutualisé l'effort marketing. Je comprends cet effort autour de l'acquisition. Avant que je te laisse répondre sur ma question autour de la fidélisation derrière, est-ce que sur votre plateforme, les hébergeurs peuvent mettre en place des stratégies entre guillemets de retail média, c'est-à-dire de payer la mise en avant de leur établissement? Non. Seule la satisfaction client et le taux de conversion sont pris en compte dans le ranking de nos pages de résultats. Ok, merci pour le détail. Et la fidélisation, derrière, comment est-elle gérée? Est-ce que vous avez un outil CRM performant qui est utilisé pour faire de la relance? Comment ça fonctionne? Oui, on a mis en place une plateforme CRM, des campagnes automatisées et spécifiques, mais notamment automatisées, pour pouvoir relancer différents segments avec la bonne offre et au bon moment. Relance qui se fait par email et ou retargeting et ou SMS. On utilise tous les leviers véritablement. Et le taux de repeat est important dans cette industrie-là? Le taux de repeat il est certainement moins important que dans l'hôtellerie classique, parce que finalement, un client au maximum chez nous va partir 2 fois. Il ne va pas réserver une chambre d'hôtel à la fois pour les vacances en famille, à la fois pour le business, à la fois pour autre chose. Donc, par rapport à un établissement, oui, on comprend qu'il va peut-être changer d'établissement, mais une famille qui part en vacances en Bretagne, une année peut être amenée à vouloir partir en vacances dans le Lot l'année suivante. Ouais. Ça, c'est considéré comme un repeat business, non? Oui, ça c'est du repeat, mais ce que je veux dire, c'est que on est sur une saisonnalité qui est extrêmement forte. Bien sûr. Les familles, les clients, au mieux, ils vont partir en basse saison et en haute saison. Je veux dire, on va pas avoir un repeat, on va pas avoir 3 commandes par an. C'est un peu, vu la structure du marché, c'est. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que le client a expérimenté campings.com, bien sûr, il y est fidèle. Oui, et effectivement, on est capable d'analyser finalement en fonction
de leur résidence principale, en moyenne à quelle distance ils partent de leur domicile pour pouvoir leur proposer finalement différents établissements qui devraient répondre... Sur la base d'un historique en fait. Sur la base d'un historique. Alors, évidemment tout ça est agrégé, mais ça rentre dans des segments et on est capable de pousser des campagnes pour aller chercher la meilleure, pour être le plus pertinent possible vis-à-vis de notre base client. Voilà, on a une performance du repeat qui s'améliore chaque année. Ça permet notamment de compenser un peu l'évolution des CPC sur les grands moteurs de recherche. Mais voilà, c'est toujours la course à la performance pour être le plus pertinent et rendre le meilleur service à tout le monde. Jérôme, est-ce qu'il y a un point important sur lequel on serait passé ? J'ai l'impression qu'on a débattu de pas mal d'aspects du business. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu voudrais ajouter avant qu'on conclue définitivement ? Je crois qu'on en a parlé au début sur la qualité des échanges dans l'équipe de Kelkoo, de Photobox. Encore une fois, moi j'ai l'impression de retrouver ces sensations avec mon équipe chez campings.com. Voilà, et on en parle encore plus quand on valorise des business dans un process d'acquisition. En fait, le capital humain, il n'est pas au bilan. Pour moi, le plus important, c'est la qualité de l'équipe, parce que c'est l'équipe qui porte la croissance, qui délivre une roadmap. Voilà, donc je suis très fier de cette équipe et je suis persuadé que je resterai très proche de cette équipe, même quand on fera tous autre chose dans quelques années, et j'espère dans très longtemps. Mais voilà, j'espère avoir cette même dynamique et avoir créé des liens forts avec cette équipe, aussi forts que les liens que j'ai gardés avec l'équipe de Kelkoo et Photobox. Écoute, merci Jérôme pour ce mot de la fin que je trouve super autour de la relation entre les hommes, entre les équipes. C'est une belle idée pour conclure tout ça. Merci vraiment de la qualité de cet échange, des propos que tu nous as partagés. Je pense que comme moi, beaucoup d'auditeurs en auront appris sur cette industrie de l'hébergement de plein air, autrement appelé camping. Merci à vous les auditeurs qui êtes toujours plus nombreux et qui m'envoyez des messages de soutien régulièrement, ça fait toujours chaud au cœur. Merci à Comexposium, l'éditeur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le soutien apporté au podcast. Si vous voulez joindre Jérôme, j'imagine que LinkedIn est le meilleur des canaux. Voilà, ou sinon vous pouvez m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de lui transmettre. Merci encore pour tout, Jérôme, et puis je te dis à bientôt. Merci, à très bientôt.